Durant le week-end des 17 et 18 novembre 2012, le collectif Belgorage s'est rendu à Lyon, en France, à l'occasion d'un 4e séminaire organisé par l'Observatoire des tornades et des orages violents, Kérounos. De même qu'en 2010, la réunion s'est réalisée au 32e étage de la tour Pardieu, octroyant ainsi un superbe panorama aux passionnés d'orages rassemblés. À la manière des années précédentes, le séminaire proposa des exposés aussi variés que passionnants, où l'on put mesurer un souci du détail bien présent. Parmi ceux-ci, notre collectif réalisa une présentation qui se consacra à l'épisode supercellulaire du 10 septembre 2011, ayant sévi au nord-ouest de la Belgique. Exposé que nous vous proposons de revivre dans son intégralité. Eh bien, bonjour à tous. Nous, on va vous présenter la supercellule du 10 septembre 2011 qui a été assez particulière en Belgique parce qu'il a fallu pas mal de paramètres et parfois certains très locaux pour qu'elle puisse se développer et nous offrir les structures qu'elle nous a offertes. On a eu de la chance de l'avoir en fait parce qu'on n'était pas spécialement en mode track. On a eu une saison 2011 assez riche. Et donc nous, dans notre tête, c'était aller une petite dernière pour la route, mais c'était pas, on n'attendait pas spécialement une supercellule, en tout cas ça non. Donc Robert va directement vous expliquer les différents paramètres et le contexte météorologique de cette date-là. Et ben voilà, bonjour à tous. Bon, je vous explique en gros la situation atmosphérique qui a prévalu en cette journée-là. Alors, je dirais au départ que c'était une situation qui avait l'air assez classique, qui d'ailleurs ressemble assez aux situations d'été qu'on vient de nous expliquer pour les tornades, qui sont parfois vraies pour les supercellules aussi. Donc, on avait un creux à l'ouest, on avait une remontée d'air chaud et la présence d'un jet stream, enfin, pour être plus précis, d'une branche de jet stream qui passait près de la Belgique. Et alors, comme ça arrive souvent quand les remontées chaudes, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'inversion couvercle qui, ce jour-là, se situait entre 1000 et 1500 mètres. Alors, pour gagner un petit détail en plus, en fait, on se trouvait dans le secteur ouvert d'une perturbation, donc un secteur chaud assez important. Et c'est à l'intérieur de ce secteur chaud que, comme ça arrive souvent, il y a une ligne de convergence qui s'est formée à la suite d'une mésodépression, en fin de compte, pas tellement développée. Alors, ceci était en partie lié à la saison. C'était quand même déjà en 10 septembre, donc c'est vrai qu'il faisait chaud, mais que peut-être certains phénomènes ne prenaient pas tout à fait comme il fallait. Donc, comme vous voyez sur cette carte-là, en fait, cette zone de convergence un tout petit peu diffuse. Alors, on a des températures assez chaudes à l'avant. Bon, on est en 10 septembre, il ne faut pas l'oublier. À l'arrière, l'air s'est quand même fortement réchauffé en s'approchant de la convergence, ce qui fait qu'il n'y a pas une énorme différence à l'avant et à l'arrière de ces lignes de convergence. Comme vous voyez, 29, 28 degrés, 30, 31 à l'avant. Et le cisaillement du vent n'était pas tellement important non plus sur la majeure partie de la France, quoi. Ce qui fait que dans bien des cas, l'inversion n'a pas pu être percée, quoi. Ici, on remonte maintenant en Belgique. Donc, on voit que ça, c'est carte de France, mais il faut un peu se concentrer sur ce qui se passe au nord. Donc, on a ces lignes de convergence qu'on voit qui arrivent vers les départements du nord. On constate en Belgique une formation de cumulus humilis, surtout sur l'ouest du pays, qui est arrêtée net par l'inversion. Et au-dessus, un peu en cas classique, on a des autocumulus qui prennent des formes castellanus, flocus et tout ça. Et là-dedans, il y a des cumulonimbus à base élevée qui se forment, mais qui gagnent des virgas, pas de précipitation. Et surtout, ce qu'on voit, c'est une séparation nette entre l'air instable qui se trouve en dessous de l'inversion et l'air instable qui se trouve au-dessus, mais une inversion qui ne parvient pas à être percée dans la plupart des endroits. Ce qui est d'ailleurs vrai en France ce jour-là aussi. Alors voici une image de ce qu'on pouvait voir en Belgique. Donc on voit même des mammatus se former, mais tout ça, ça a une base fort élevée et il n'y a pas de précipitation qui atteigne le sol.
Mais pendant ce temps-là, il y aura un endroit qui fera exception à la règle. Donc, en fait, une bande qui se situe grosso modo à 30 km de la côte belge, le long de laquelle une supercellule va se former et prendre un caractère assez violent, où on observe classiquement le nuage mûr, il y a les averses de grêle, il y a les précipitations, donc le plus haut mesuré dans la zone était 40 mm, mais 40 mm tombés sur peu de temps. Et voilà, et alors on s'est demandé pourquoi là et nulle part ailleurs. Alors ici, on voit une carte maintenant un peu plus précise de la Belgique et du nord de la France. Et on constate que vous voyez là, peut-être tout à fait au bord, vous voyez Boulogne-sur-Mer, il y a la brise de mer qui se lève. En fait, la brise de mer, au départ, est classique. Donc, c'est la différence entre la température de la mer et de l'intérieur des terres qui va faire se lever cette brise de mer. Mais vous allez voir la dia suivante que c'est en fait la ligne de convergence qui va arriver. Voilà, vous voyez le front de brise de mer et en dessous, on voit la ligne de convergence. Et c'est en fait ce basculement de vent général de la basse-côte du sud vers le sud-ouest qui va favoriser cette brise de mer et surtout, elle va se renforcer puisque le front de brise de mer aura des rafales de 30-40 km/h, parfois même un peu plus, quoi. Alors, cette ligne de convergence progresse et la brise de mer va en quelque part suivre cette ligne de convergence. Et puis, ce qui est intéressant, c'est voir la configuration de la côte, parce que ça va jouer un rôle assez important. Et vous voyez que les vents soufflent d'ouest, alors que les vents soufflent de sud-ouest de façon générale derrière la ligne de convergence. Donc, on a une tripartition des vents qui commence petit à petit à se mettre en place. Et puis, pour les régions géographiques, cette brise de mer qui va dépasser ce front, cette ligne de convergence, et on peut suivre la côte belge. Et alors, on arrive à un point où les trois courants se rencontrent. Donc, on a un courant qui souffle d'ouest et qui amène directement l'air frais, enfin, avec basse touche tout au moins. On a l'air de sud-ouest à l'arrière de la ligne de convergence et l'air du sud. Et c'est à la rencontre des trois que les cisaillements vont être suffisants pour qu'il y ait une cheminée d'ascendance qui se fasse à cet endroit-là. Donc, le cumulonimbus se forme plus ou moins à Hazebrouck dans le département du Nord. Et comme toute énergie convective disponible va se concentrer à cet endroit-là, et ben, la formation du cumulonimbus va devenir rapidement explosive. Alors voilà, on va voir que ce cumulonimbus va, dans les images suivantes, progressivement. Et bien voilà, vous voyez le sommet ici. Donc, et bien, une animation qui montre la rapidité, le côté explosif de la formation de cette cellule. Voilà, alors dans les illustrations suivantes, on va voir que cette supercellule va suivre ce point de rencontre entre les trois vents, mais à un certain moment, cette supercellule va devenir indépendante et on aura une sorte d'interdépendance des causes et des conséquences, puisque c'est la brise de mer qui en partie a formé cette cellule, en plus que conditions habituelles, mais c'est en même temps cette supercellule qui va attirer cette brise de mer et en larguer le maintien, surtout que la journée avance, que la température diminue, que la brise de mer devrait diminuer, mais elle va persister et en quelque part suivre la supercellule. Donc voilà. Et ici, en pointillé, le front de brise de mer qui petit à petit diminue puisque la différence de température diminue suite au refroidissement diurne du sol, quoi. Mais voilà, maintenant elle a dépassé la Belgique et je vais passer la parole à Mike qui a été sur le terrain et qui va vous expliquer ce qui s'est passé sur le terrain. Merci Robert. Alors, pour cette track, nous étions situés en fait ici, dans l'extrême nord-est de la zone à risque, pour deux raisons. Simplement, pour des raisons pratiques, dans la Flandre belge, c'est l'un des points où le paysage est plus dégagé et surtout le moins parasité par des pylônes électriques ou des choses de ce genre-là. Et aussi,
puisqu'étant à l'arrière de la zone, on s'attendait aussi à pouvoir recevoir les orages éventuels dans leur phase de maturation, bien sûr toujours avec un risque qu'ils se dissipent au préalable. Voici le ciel que l'on pouvait observer vers 18 heures. Donc on voit, comme Robert l'a mentionné, des cieux d'altitude assez bien chargés, mais malgré la présence de la supercellule déjà à l'horizon, on ne se doutait pas du tout de sa présence en tant que telle pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait bien un risque supercellulaire, ça on le savait, mais avant qu'une supercellule ne se forme, il faut quand même pas mal de paramètres, et encore en plus, pour qu'elle daigne à se déplacer d'elle-même sur notre point de vue, on s'est dit qu'il fallait quand même une sacrée dose de chance. Alors ici, vers 19h30, on pouvait voir la cellule se rapprocher de manière significative, mais encore à ce moment-là, on entendait, on ne se disait pas encore qu'on faisait face à une supercellule même. Pire encore, on était en train de se dire qu'ici, un peu plus au loin, on était en train d'observer un arcus particulièrement bien structuré, et nous qui étions donc un petit peu trop au nord, étions limite en train de râler en se disant mince, il y a une superbe structure qui va passer probablement au-dessus de notre position et on va probablement recevoir que les faibles précipitations qui sont occupées à commencer à s'exercer ici sur notre droite. En fait, on pensait réellement qu'il y avait une cellule monocellulaire classique puissante qui était en train donc d'être en pleine phase de maturation ici au sud et qu'un système multicellulaire associé était en train de naître justement sur son flanc, probablement dû au rechassement des précipitations, des choses de ce genre-là. Alors qu'ici, on peut très bien voir la bande d'afflux ici à l'avant. Ici, peut-être limite une queue de castor, mais on n'en est vraiment pas sûr. Et bien sûr, dans l'optique de faire une vidéo de fin de saison, je vais faire donc quelques plans d'ambiance de la cellule. Et sans réellement le savoir à ce moment-là, j'ai pointé la caméra juste vers les régions qui nous permettront d'identifier la cellule. Oui, ici, donc juste avant, on voit donc un plan rapproché de la colonne ascendante. Et on peut d'ailleurs déjà voir des signes de rotation ici présents. Et aussi une affluence de fractus vers la colonne ascendante. Alors. Donc ici, on voit une séquence vidéo. On voit très bien la rotation du système. Mais j'insiste encore que le but premier, c'était de faire juste une illustration orageuse standard, tout à fait classique. À ce moment-là, on entendait beaucoup de grondements. Et on se disait déjà dans notre tête, il est fort probable qu'on aura affaire peut-être à un orage multicellulaire d'enfer, mais qui ne daignait pas à rentrer dans la phase de maturation. Alors c'est un peu plus tard. Vous voyez donc ici un courant descendant, donc en fait le courant descendant de la supercellule qui était en train d'entrer en phase de maturation et qu'on prenait toujours pour les précipitations donc, du système multicellulaire attendu. On était en train de se dire, bon, peut-être qu'un arcus va se former devant, peut-être que celui-ci va s'étendre. Et ce fut justement le cas ici, sauf qu'à ce moment-là, on commençait à voir la base de l'arcus. Et quelque chose d'assez spécial s'est exercé, dans le sens qu'on voyait une absence de précipitation. Alors j'étais intéressé de pointer la caméra en cette direction, on voit vraiment une influence de fractus assez forte. Et ici derrière, on peut voir une absence totale de précipitation. Alors, un petit peu plus tard, les choses commençaient à clairement se dessiner. Enfin, ici, je ne sais pas si on voit bien la structure, mais on voit qu'il y a vraiment une torsion qui se dessine au sein de cette masse nuageuse, qu'on finissait, enfin, on prenait toujours ça pour un arcus au départ, mais il y avait vraiment trop de critères qui penchaient vers la supercellule. Surtout en voyant le courant descendant bien décalé qu'on prenait pour une multicellulaire après. On s'est dit, il y a quand même quelque chose qui se passe là. Et alors, on a abouti à ce genre de cliché. Là, on s'est dit, bon, on va peut-être prendre les choses plus en main. On va abandonner la monocellule et le multicellulaire. On va se dire que c'est juste un seul orage, avec donc avec une magnifique jupe ici,
avec une rotation prononcée d'ailleurs au niveau interne. En même temps, on s'est rendu compte qu'on était vraiment, bon, on était bien positionné pour l'accueillir, mais au niveau de la sécurité, on était très mal positionné parce qu'on était pile entre le courant ascendant et le courant descendant. Donc à ce moment-là, on est passé en mode plaquage dans la voiture. On a aussi vite réfléchi si on avait les assurances suffisantes. Alors après ça, j'ai fait cette séquence vidéo, mais je ne sais pas si on voit réellement. Enfin, il y a une rotation qui se dessine ici. On voit ici l'afflux de Fractus et on voit réellement que ça tourne dans ce sens-ci. Alors, maintenant que Samina est consciente qu'on a affaire à une supercellule, elle est passée du mode simple en mode rafale. Et je vais la laisser donc vous expliquer la suite du déroulement. Donc, comme Mike disait, je suis passée effectivement du mode simple en mode rafale pour essayer de pouvoir faire un maximum de photos et pouvoir les analyser par la suite au point de vue structure. Et donc, je me suis concentrée dans un premier temps sur la jupe. Donc, on voit ici sur l'extrême gauche de la photo, on aperçoit déjà les stries qui prouvent bien qu'il y avait bien une belle rotation. Oui, je pense que c'était 1 minute plus tard, j'ai fait un panoramique de 8 photos, juste avant qu'elle n'arrive, où on voit bien la jupe bien développée, l'aspiration de Fractus qui est à l'arrière. Et en fait, à ce moment-là, elle n'arrêtait pas de flasher, donc on a une belle lumière et on voit bien la structure. Un plan rapproché de la jupe. En fait, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des photos toutes les minutes, plus ou moins, pour qu'on puisse apercevoir la vitesse à laquelle elle s'est développée. Donc assez tumultueux. Et à l'avant, de nouveau à l'extrême gauche, on voit parfaitement les stries qui dénotent une rotation. 1 minute plus tard, là on commence à apercevoir un beau rideau de pluie et ça commence à bien donner. Et donc voilà, toujours 1 minute plus tard. Là, elle est très belle, et on voit de plus en plus le rideau de pluie qui s'intensifie. Après ça, Mike a fait un timelapse de la structure générale, où on voit bien sur la droite l'aspiration des Fractus et la rotation générale. On voit aussi qu'elle n'arrête pas de flasher. Et donc on voit bien le rideau de pluie qui avance au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait une photo après la première vague de précipitation, qui est sur la gauche de la photo. Et on voit sur la droite de la photo la seconde vague qui va arriver. Donc on a eu un petit moment de répit juste pour reprendre un peu nos idées en place, pour remettre un peu nos idées en place. Et juste après ça, j'ai fait une seconde photo. Donc vous voyez les arbres qui sont au fond, et là on les voit plus. Donc ça, c'est la seconde vague. Et c'est lors de la seconde vague qu'on a vraiment eu droit à une petite grêle. C'était pas
c'était pas énorme, mais par contre le village juste, enfin un peu plus loin, a eu un peu avant, pardon, 1 kilomètre avant a eu une bonne grêle, plus grosse. Donc ça c'est le timelapse, enfin un découpage de la vague de précipitations qu'on a eu. On n'était pas vraiment préparé à ça, mais on a fait avec. On entend bien les bourrasques de vent. Donc là, la petite grêle qu'on a. Ça faisait quand même mal, mais... Donc ça c'est l'arrière. Une fois que c'est passé, on voit donc la belle enclume qu'elle a développée. On voit aussi déjà quelques étoiles sur la droite. Donc on était vraiment en fin de journée, début de soirée. Et donc aussi un développement de congestus à l'arrière, donc preuve que c'était encore bien actif derrière, avec des belles ambiances. Un peu difficile à capter par manque de lumière, mais bon, donc un peu flou. Mais... Donc on avait la lune sur la droite qui éclairait l'enclume, et le fait qu'elle flashait tout le temps, ça suffisait pour pouvoir capter encore un peu de l'ambiance. Donc là c'est juste un plan pour vous montrer l'activité qu'il y avait encore derrière la supercellule. Elle faisait surtout des intra, pardon. Donc encore une photo de l'ambiance qu'il y avait à l'arrière. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu d'autres cellules qui se sont développées derrière. Donc ça c'est juste une photo pour l'ambiance aussi, mais juste pour montrer aussi l'activité qu'il y avait derrière. Et un coup de foudre qu'elle a donné avec un beau rideau de précipitation. En fait, cette supercellule a été fort médiatisée. Nous, on n'a pas le temps de vous montrer les autres photos, malheureusement, mais il y a eu pas mal de photos prises par Philippe Talleux, Michael Lotens, notamment, qui ont fait des très belles photos d'ensemble. Nous, on était sous la supercellule, mais eux ont pu photographier la supercellule de l'extérieur, entre guillemets, quoi. Voilà, merci. De notre passage, nous retenons surtout l'estime et la passion du public vis-à-vis de notre présentation. Quant au séminaire, celui-ci fut, comme chaque année, à la hauteur des attentes de chacun.